Bonjour à tous, bienvenue au 50e épisode de Pas sorti du bois avec Gilles Poulain. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Puis si t'es pas sûr de la protéine de grillon, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 50e épisode de Pas sorti du bois. Ben oui, 50, je suis vraiment content d'atteindre ce plateau-là puis de l'atteindre en compagnie de M. Gilles Poulain, cofondateur du Bromont Ultra. Salut Gilles. Salut, je suis très content d'être là aussi. Sérieux, il y a des super bons podcasts qui sont sortis depuis une couple d'années, hein, mais vous êtes bien démarqués, en tout cas, à Pas sorti du bois. J'aime bien ce que vous faites, j'aime le branding, très hâte. Merci beaucoup, Gilles. Mais je suis vraiment content de te recevoir. Puis avant qu'on jase de qu'est-ce qu'on boit, avant qu'on jase de ton parcours de coureur, parce qu'il y a ça que je vais vouloir qu'on explore ensemble, Okay. je vais faire une mini parenthèse parce que là, je me dis 50 épisodes. Je remercie beaucoup mes invités. Souvent, je commence l'épisode, je termine l'épisode en remerciant les invités. Mais je tiens vraiment à remercier les auditeurs qui sont fidèles au poste depuis le début ou depuis quelques semaines. Il n'y a pas de discrimination, mais c'est vraiment le fun de vous suivre. Je le disais au début, il y a une petite communauté qui se crée, mais ça s'est toujours poursuivi dans les dernières 50 semaines. Chaque épisode, chaque mercredi ou jeudi, quand mon horaire fait de même. Mais quand je sors l'épisode, j'ai des réactions super vives, des gens qui m'écrivent, des gens qui me donnent des feedbacks, des gens qui me suggèrent des invités, des gens qui me posent des questions sur le trail, sur les aventures, sur les expéditions, des gens qui me demandent « Hey, tu as parlé de tel article, envoie-moi le lien, s'il te plaît. » Tout ça pour dire que je trouve ça vraiment trippant d'avoir une connexion comme ça avec la communauté. On le savait qu'on a une belle communauté de trail au Québec. Là. C'est une communauté qui est unique. Puis tous ceux qui la découvrent, souvent, ils restent parce que justement, il n'y a pas d'unique qui se passe. Mais autour du podcast, autour de cette communauté-là, de mes channels sur les médias sociaux, j'ai vraiment un beau dialogue avec les gens. Puis ils continuent de m'écrire. Puis, ben, je vous le dédie aujourd'hui, cet épisode-là, il est à vous. Je remercie Gilles, bien sûr, d'être là parce que je pense qu'on va avoir un bon show. Mais je prends vraiment le temps de remercier chaque personne qui, chaque semaine, se connecte sur son application puis qui écoute l'épisode jusqu'au bout. Donc, merci tout le monde. Puis, ceux qui vont se rendre jusqu'au bout aujourd'hui, il y a une petite surprise. J'en dis pas plus, mais ça se peut qu'après le générique, je reçoive quelqu'un d'autre le temps de quelques minutes pour peut-être faire tirer des patentes. C'est dit. Voilà. Puis, est-ce que tu es capable de nous dire d'où vient le Pas sorti du bois? Le nom du podcast. Historique du 50e, ouais. Ben écoute, quand j'ai parti ça, à un moment donné, moi je travaille en communication, fait qu'à un moment donné, je m'étais sorti 3-4, je voulais un branding fort, je le sais qu'il faut livrer la marchandise en qualité de podcast, d'épisode, mais il faut livrer la marchandise en termes d'image de marque. Je travaille là-dedans, puis j'aime ça, faire des choses qui sont soignées. Puis là, je me cherchais un nom. Je me suis mis à explorer tout ce qui est champ lexical du bois, des sentiers, sortir des sentiers battus. Puis à un moment donné, Pas sorti du bois était une des 4-5 options. Puis j'ai parlé à David Hébert qui signe le design graphique, que je remercie à chaque épisode, puis Laurie Boucher, qui est deux personnes exceptionnelles avec qui je travaille. Puis je leur ai juste lancé l'idée. C'est 2 personnes de plein air, c'est 2 sportifs. Et je leur ai dit, je pense me partir un podcast, j'ai quelques options de nom. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais 4-5 options, puis ça a été unanime, pas sorti du bois. Fait que, mais d'où c'est sorti, je ne sais pas quand j'ai eu l'éclair de « Hey, ça va être ça ». Ouais. Mais quand j'explorais les noms, je me disais, tu
sais, l'expression on n'est pas sorti du bois, là, c'est quand on est un peu dans la marde, puis là, tu es en plein milieu de ta course, puis il n'y a plus rien qui va, la digestion prend le bord, les jambes. Là, tu te dis, je ne suis pas sorti du bois. Mais il me semble que ça représente exactement ce dont j'ai parlé avec mes 50 et plus invités. Des fois, quand le shit hit the fan, c'est là que ça devient le fun. Donc, tu sens que tu n'es pas sorti du bois. Exactement. Mais tu sais que tu vas t'en sortir. Ah oui, tu finis toujours par t'en sortir. Le temps, il passe. Et voilà. Bon, ma parenthèse est faite. Le spotlight il est sur toi, Gilles. Qu'est-ce que tu bois? Ah non. Qu'est-ce que je bois? Écoute, j'arrive de la Côte-Nord, je te l'ai parlé un peu, juste au nord de Tadoussac. C'est la baleine endiablée. Mais plus important que ça, c'est les frères Stachny. C'est le nom de la bière, les frères Stachny. Les frères Stachny. Fait que moi, je viens de Québec. J'étais un grand, grand fan des Nordiques, mais encore plus que ça, j'étais un très, très grand fan de Peter Stachny. Pour moi, Peter Stachny, il reflétait tout ce qui était de bon. Pas juste au hockey, mais même dans la société. Il était super humble, il était super performant, il pensait tout le temps à son équipe plutôt qu'à lui. Il était vraiment très, très hot. C'est une personne encore aujourd'hui que j'admire et qui est dans mes tops de ceux que je voudrais émuler si ça se fait. Des gens qui, oui, pratiquent leur sport, qui sont très bons. Peter Stachny, c'était tout qu'un joueur, mais qui étaient présents, je pense, dans la société. Puis la preuve est que c'est des petits gars qui viennent de loin puis sont encore ici aujourd'hui, dont Marianne Stachny, je pense, qui est très impliquée, même encore dans la région de Québec. Oui, puis Peter est retourné en Europe, s'est impliqué dans le gouvernement de son nouveau pays, parce que lui, quand il a quitté la Tchécoslovaquie, il s'exilait. Ben oui. Parce que la Tchécoslovaquie, c'était derrière le Iron Curtain. Ben oui. Fait que, il s'est sauvé de ça, tu sais. Puis, mais, donc, non, il était très hot. Puis, fait que je trouve ça cool. Puis, je trouve ça cool que j'attendais une belle occasion pour boire cette bière-là, mais elle est venue plus vite que je pensais. C'est excellent. Écoute, je ne Toi, vais pas te lancer de fleurs, mais ça reste que ce que tu tentes d'émuler dans le parcours de Peter Stachny, ce qu'on dit d'être performant dans son sport, mais d'aussi être impliqué, c'est carrément toi, tu sais, de performer, de faire des 100 000, de ne pas se contenter de simplement de courir, mais de faire des levées de fonds, puis de s'impliquer, puis tant qu'à créer une course, lever des montants exceptionnels pour des causes. Fait que, en tout cas, je te lance la comparaison. Merci. C'est le Peter Stachny de la trail à Bromont. Voilà. Oh, ben écoute, je vais le prendre. Ben oui. Peter, numéro 26. Yes. Moi, de mon côté, j'ai une Pils and Love de la microbrasserie Emporium à Québec. Mon partenaire, mon fier partenaire, microbrasserie, nice. qui fait des produits qui sont vraiment très bons. Je ne le dis pas parce que c'est mon partenaire. Pour vrai, il y a de la bière de microbrasserie qui se fait au Québec. Il y a de la très bonne bière de microbrasserie qui se fait au Québec. Mais l'Emporium, si vous pouvez mettre la main sur ces belles petites canettes noires et or-là, okay. Si vous êtes de Québec, vous passez les voir sur le boulevard Henri Bourassa. Mais il y en a dans les dépanneurs, mais c'est rare. Puis quand ils sont là, ils ne sont pas là longtemps. Fait que merci à Stéphanie, la gang de l'Emporium, pour cette Pils and Love. Cheers à toi, Gilles. Cheers, man. Cheers à tout le monde, à tous tes écouteurs. Bravo, ben oui. Bravo à la communauté, parce qu'en effet, tu disais ça tantôt, cette communauté de trailers, non, mais vraiment, c'est tellement spécial. Moi, ça m'explose encore. 8 ans, 10 ans plus tard. Parce que, tu sais, les ultras, tu sais, en 2011, on a essayé, puis là, je pars déjà. Là. Let's go, on te suit là-dedans. En 2011, on voulait partir le premier 100 000 au Québec. Tu sais. Les étoiles n'étaient pas là. Le monde n'avait pas vraiment commencé à adopter la trail. Il y avait a handful of people that ran trails. Puis encore moins qui avaient couru des 100 000. Tu sais. Puis juste 3 ans plus tard, tout à coup, ça s'est mis à exploser. Tu sais. Puis Seb est arrivé avec l'Ultra Trail, je pense, 1 an avant nous. Ma femme qui vient d'arriver. Fait que on est tous arrivés en même temps, un peu comme si vraiment les étoiles s'étaient alignées. Puis cette communauté-là, elle arrivait un peu, elle n'arrive pas juste de la course, parce qu'il y a plein de trailers, puis tu en connais certainement, Yannick,
qui n'ont jamais couru de marathon sur route. Mais non. J'étais avec une de mes amies cette semaine en vacances, justement. Elle a couru le 55 au Bromont Ultra. Elle n'a jamais couru de marathon de route. Je capote. Tu sais, c'est comme... Mais elle, ça y a jamais parlé. Tu sais, puis c'est correct. Puis ça veut pas dire... Ceux qui arrivent de la route, c'est un autre crowd. Mais ceux qui adoptent vraiment la trail, c'est vraiment un thinking, un mode de pensée, un mode de lifestyle que j'adore et qui continue à m'exploser aujourd'hui parce que c'est pas juste à propos des performances, c'est pas juste à propos de la Garmin puis tout ça, même si on aime ça à l'occasion, de connaître notre D+, puis tout ça. Pas toujours nécessaire. On s'entend-tu, là? Tu sais, c'est comme... C'est plus difficile à justement être axé sur les statistiques. Oui, il y en a plein de stats, puis on aime ça préparer une course, puis se dire, il faut que je fasse un volume de X kilomètres, X mètres des plus. Ouais. Mais ça reste qu'en trail, puis d'un événement à l'autre, on s'entend que le pace fout le camp assez rapidement. Tu sais, dès que tu as un peu de montée à pic à faire, essaie pas d'avoir un bon pace, puis essaie pas de le rattraper dans les descentes. Tu as fait 1 kilomètre en 14 minutes, tu vas le traîner tout le long, puis c'est correct, puis tu t'en fous. Puis moi, je ferme la montre, je ferme le son. Quand je fais mes sorties d'intervalle, tu sais, oui, la montre ou le sel ou les écouteurs dans les oreilles et tout, ça, c'est correct. Tu sais, à un moment donné, si tu veux être bon dans les trails, il faut à un moment donné que tu fasses un peu de piste, pousser un peu. Ouais. Mais quand tu pars dans le bois, fuck le pace. Je veux dire, vas-y à ton rythme puis écoute-toi. Tu sais. Puis chaque course est tellement unique, non seulement dans son parcours, mais d'une année à l'autre. Les conditions ne seront pas pareilles. Tu n'auras pas bien dormi la veille alors que l'année d'avant, tu as bien dormi. Pas de stress dans ta vie ou du stress dans ta vie, deux courses différentes. Ça fait que tu ne peux pas comparer, puis vraiment, c'est la montre, là, c'est comme « Ciao, buddy! » Ouais, puis ça fait du bien aussi. On est dans une société où la plupart des métiers, la plupart des gens ils ont des notifications, puis des dings, puis des montres qui sonnent, puis des courriels qui rentrent, puis des notifications sur Instagram, Facebook, name it. Moi, ma job demande ça aussi, puis j'adore ça. C'est le fun, les technologies. Puis si j'en suis rendu là, que pas sorti du bois, c'est à cause des médias sociaux, c'est à cause des gens qu'on connaît. Que je veux dire, le premier 12 mois de pas sorti du bois, il n'y aura pas eu ben de course parce qu'on est en COVID. Mais par contre, les médias sociaux, il y a du positif, ils ont permis ça. Par contre, quand on part courir dans le bois, puis ça, c'est de quoi qui est quasiment universel, j'ai l'impression, chez les trailers, comme tu dis. C'est le fait qu'à un moment donné, on part dans le bois. La plupart du temps, on n'a pas de signal, ce qui est une très bonne chose. Mais même quand on en a, ferme la montre, ferme les notifications, mets tout ça à off, puis connecte avec la nature. Puis je pense que c'est ce qui regroupe un peu les gens. Le sport, oui. L'accomplissement, oui. Mais le fait de connecter avec la nature, puis le fait de faire partie d'une communauté, c'est le fun que ça soit quelque chose de niche. Des fois... Puis c'est dangereux parce que justement, là, la niche est en train d'exploser. Ouais. Si on parle des débuts en 2011 versus 2021 aujourd'hui, 2011, ça n'existait pas. Les étoiles n'étaient pas alignées comme je te parlais. Tabarouette, aujourd'hui, quand je vois que Ironman achète, ou en tout cas, se partenarise avec l'autre, puis que ça fait un petit peu trop je veux pas dire d'élitisme, mais ça me fait peur un peu. Oui. Je pense que c'est la réaction que tout le monde a eue quand cette annonce-là est arrivée. Quand l'UTMB a annoncé qu'il laissait faire l'Ultra Trail World Tour, qui était déjà un peu élitiste, mais qui s'associait à des courses qui étaient déjà bien ancrées dans leur communauté, tout ça. Ouais. Là, on part des séries parallèles aux États-Unis. Ils vont créer des nouvelles courses dans des endroits. J'ai l'impression que c'est comme de forcer un peu les choses. Aux États-Unis, là, tu veux faire des 100 000, tu en as 2 par fin de semaine. Ils sont là, les événements. Là, ils veulent en créer des nouveaux. C'est Ironman qui va gérer la portion nord-américaine. Puis, tu sais, la trail nord-américaine, puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que tu as de l'expérience au Rocky Raccoon au Texas. Tu as fait le Vermont-Sang plusieurs fois. Ouais. La trail américaine est complètement différente de la trail européenne dans son côté très roots. Puis si quelqu'un peut m'écrire une version française de roots, quelque chose qui est aussi fort comme mot, appelez-moi. Mais tu sais, c'est un terme c'est ça, les trails américaines. Tu écoutes la Western State, qui est probablement la trail la plus populaire aux États-Unis, la plus élitiste parce qu'il y a de l'élite. Ouais. C'est très roots, c'est 340 personnes dans le track, puis c'est tout, la hard rock. Puis tu sais, il y a un côté très... c'est ça, tu sais, roots du sport ou pas qu'ils se perdent, que ces événements-là, j'ai bon espoir qu'ils ne perdront jamais. Là. La Hard Rock qui avait comme il y a quelques années envoyé chez l'UTMB en disant là, moi,
Je ne paierai pas votre affaire à chaque année si c'est juste parce qu'il faut que Kylian ait ses points pour venir faire votre course. Moi, il vient faire la mienne, puis il était pigé au sort après 10 ans d'attente. Fait que, tu sais, il y a cette espèce de côté-là américain qui est le fun, mais là, avec l'UTMB puis Ironman qui prend ça, bref, il y aurait un épisode à faire juste sur là-dessus, puis ceux qui n'ont pas idée de quoi on parle ou ceux qui veulent en savoir plus, il y a Dylan Bowman qui a son podcast qui s'appelle The Pillars Podcast, puis il fait un épisode là-dessus. Lui, il fait partie des ambassadeurs de l'UTMB dans cette transition-là, fait qu'il est pro-UTMB Ironman, puis il parle avec un ami à lui. C'est une conversation super intéressante. Tu sais, il est trop tôt pour émettre un constat parce que on ne sait pas encore de quoi ça a l'air. On ne veut pas juger, mais la tendance vers laquelle ça s'en va, je suis un petit peu nerveux, on va dire. Nerveux. Ouais. Tu sais, l'UTMB était déjà très dans la professionnalisation du sport, ce qui est une très bonne chose. Hein. Je serais super heureux de savoir que n'importe quel athlète de calibre international dans notre sport pouvait vivre que de ça, comme dans n'importe quel autre sport. Ça, c'est cool. Mais tu sais, l'UTMB était déjà, tu sais, avec ses roches ou ses pierres ou ses patentes à ramasser pour passer par-dessus la loterie, tout ça, tu sais. Il était déjà dans cette vague-là, mais là, la signature avec Ironman qui, on rappelle, Ironman Group possède aussi les marathons rock'n'roll qui sont pas beaucoup appréciés à Montréal après ce qui s'est passé à la dernière édition. Ouais. C'est ça. Puis que c'est juste c'est du merchandising de ce qu'on aime. Puis tu sais, on n'a pas besoin de ça. Tu parles du grassroots. Tu sais, mon dernier ultra, c'était à Massanutten. Mm-hmm. Massanutten, c'est un des plus vieux ultras aux États-Unis. C'est bon. On s'entend-tu que c'est pas la même organisation que le Bromont Ultra? Je leur enlève rien, là. Mais on va organiser ça en 3 jours et demi, là. Tu sais, je dis, c'est une tente, venez ici, signez là, that's it, that's all. On vous sert du spag le vendredi soir. Puis, bon, il y a les stations d'aide, évidemment, pour la bouffe, puis tout ça, ça reste nickel. Pour utiliser une expression française. Mais on n'est pas sur la même game, là. C'est pas l'UTHC, c'est pas ce que Jean-François fait en Gaspésia. C'est très grassroots, là. Real grassroots. Ah ouais, je pense que c'est Pat Godin qui me parlait d'une course qu'il est allé faire. Je pense qu'il voulait se qualifier pour son 5e Vermont 100, puis il fallait qu'il fasse un 50-miler aléatoire dans le fin fond de je me rappelle plus où. Puis il était comme 7 gars à la ligne de départ, puis la directrice de course traçait une ligne en peinture à terre, puis allez-y, chum, puis on se revoit dans 80 km. Puis il y a cet extrême-là, mais ça reste qu'il y a de quoi de le fun là-dedans, que la Western State, il pourrait accueillir 2000 coureurs chaque année, mais non, mais il pourrait. C'est des permis, tout ça, mais c'est le fun qu'il garde quand même à cette petite échelle-là. C'est le plus vieux 100-miler qui existe au monde, puis ils n'ont pas beaucoup changé les choses à travers les années. Il y a juste les temps qui diminuent. Puis, il y a l'affaire de la loterie. Hein? Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça, mais moi, honnêtement, avec le Bromont Ultra, je ne suis pas sûr que... On est plein depuis 3 ans, mais je ne suis pas sûr que je vais aller dans une loterie. On dirait que ça me... Je ne sais pas. C'est pas une loterie. Il y a 1 heure pour s'inscrire, puis... Premier arrivé, premier servi. Puis après ça, veut pas, il y a une liste d'attente. On le sait, il y a 10 à 15 à 20 % dans les pires années, on va dire, des gens qui finissent par soit abandonner leur inscription ou tout ça. Fait que c'est une des raisons pour laquelle nous, on a vraiment, on va dire, abordé cette nouvelle façon de s'inscrire. Tout ce que tu fais, c'est que tu réserves en premier ton dossard pour la course. Ben, arrive au mois d'août, mais là, tu te fais une vraie idée. Exact. Là, tu sais comment ça va. Là, tu es à 2 mois de l'événement. Es-tu prêt de la faire? Ben là, on te demande de payer. Fait que, tu sais, je trouve ça cool de... Tu as une première option, tu vas réserver tout de suite, puis au pire, aller, tu perds 20$. C'est pas la fin du monde. Puis nous, ben, c'est juste une question qu'à un moment donné, je peux pas... je te remets, je reprends, je te remets, je reprends, je redonne. Fait que c'est juste une question... C'est une autre façon de faire la loterie, I guess. Mais c'est une façon intéressante parce que justement, il faut que tu sois rapide sur la gâchette quand les inscriptions partent. Mais après ça, ça te donne une option parce qu'il y a d'autres courses, des courses américaines, même des courses en Europe, que si tu te blesses 3, 4, 6 mois avant, just too bad, tu perds tout. Puis exactement. COVID, nous a remboursé 55% du total, où ils se sont gardés 55%. OK. Nous autres, quand les gens se blessent, là, on s'entend, Yannick, notre course
Puis je pense, même les autres du Québec, même s'ils sont for profit, là, entre guillemets, parce que c'est pas comme si c'était des gros profits de toute façon. Là. Ben non. Mais nous, on est, OK, non-profit, fine. Mais au-delà de ça, tu sais, quelqu'un qui se blesse, moi, même la semaine avant, là, dude, je te donne la gratuité pour l'année prochaine. Je ne peux pas toujours faire le principe du remboursement à 100 mais une gratuité, ça se donne facilement. Ah oui, pour puis les tu sais remboursants que- l'année dernière, on en a donné combien on avait? Je pense qu'on avait 1400 inscrits l'année dernière, 1300. Puis il y en a 800 qui ont amené ça, qui ont reporté à 2021. Puis on a remboursé 500 à 85 Ah ouais, mais tu sais, Tu sais, c'est super fair. Puis, ben, à un moment c'était donné, tout le monde fair, comprend aussi la game qu'il y a des coûts fixes aussi, cette organisation-là. Puis, tu sais, l'année passée, il y a eu beaucoup d'éducation à faire, je pense, parce que ça se lisait sur des forums, sur des groupes Facebook. Ah, ben là, ils nous remboursent juste X ou c'est juste reporté à l'an prochain. Mais oui, comprenez que c'est pas parce que la course n'a pas lieu qu'il n'y a pas des frais qui sont engagés. Puis, mais je pense que les gens l'ont compris. Puis encore là, c'était à l'image de la communauté. Les gens étaient majoritairement très cool avec tout ça. Regarde, c'est la vie. Une pandémie mondiale. Là. Faire des courses ou pas, là, c'est pas la priorité en ce moment. Concentrons-nous sur autre chose. Puis, assurons-nous que nos organismes survivent. Yannick, the proof is in the pudding. Là. Quand on a donné les choix de remboursement l'année dernière, un des choix, c'était donner mon inscription au Bromont Ultra pour essayer d'arriver flat au pire. Là. Mais tu sais-tu quoi? Je pense que c'était pas loin de 10 des inscrits qui ont dit on vous donne tout. Sérieusement, c'était super touchant. Là. Parce que ces gens-là, c'est sûr que je leur réserve une place cette année, mais ils vont payer. Ah oui. Tu comprends? Ah oui. Mais pour nous, avec tout ça, plus un donateur que who shall remain nameless parce qu'il ne voulait pas qu'on dise son nom, jamais, mais c'est quelqu'un qui nous a donné un montant solide. Là. Puis il dit, garde, je suis certain que vous allez en avoir de besoin parce que si vous n'avez pas lieu, ben, vous allez être dans. Ah oui. Fait que, tu sais quoi? Avec tout ça, ce gars-là, nos partenaires qui ont accepté de nous backer, même si on n'avait pas lieu, et ceux qui nous ont tous donné 100 de leur inscription l'année dernière, on a fini, je te dis, là, à 5000 $ près, je pense. C'est une joke. C'est malade, malade, malade. Puis si on existe cette année, puis si on existe dans les années à venir, c'est à cause de ça. Parce que sinon, tout le coussin, parce qu'on s'était fait un petit coussin justement pour une mauvaise journée ou une mauvaise année, ben on le mangeait tout. Mais non, c'est clair. Si on n'avait pas eu toutes ces aides-là, là, on mangeait tout notre coussin, puis là, ben, on était à risque. Exact. C'est que si, par exemple, pour X raison, on ne se le souhaite pas, on touche du bois, mais qu'il y a une autre pandémie dans quelques années, peu importe, touche du bois, ça pourrait être pas sorti du bois. Pas sorti du bois, on touche du bois des fois quand on fait des suppositions. Non, c'est ça. Le pas sorti du bois 2.0, c'est touche du bois. Là, tu me lances un nouveau concept. Il faut trouver un branding, tout ça, puis les logos. Non, mais ce que je disais, c'est ça, c'est quand tu as l'opportunité, mais quand tu as la bad luck qui arrive une deuxième pour X raison dans quelques années, ben là, tu es dans le marde complètement. Nous, c'est 100% bénévole. Ben, c'est ça. À un moment donné, c'est comme, tu ne peux pas demander aux bénévoles de pitcher in en plus. Là. Ben non, exact. Ben oui, mais c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait au début. Là, oui. Quand on a perdu de l'argent là, les premières années, mes partenaires et moi, c'était comme on pitchait in, pour garder ça, puis continuer. Puis là, on s'est remboursé, puis bon, ça c'est bien passé. Puis c'est correct. Puis là, on continue à lever des fonds, puis that's what counts. Exact. Ben, c'est beau de savoir qu'il y a des gens qui ont décidé, ben garde, je donne mon inscription, puis... c'est tellement beau, man. C'est la crainte qu'on avait l'année passée. Oui, tu avais des coureurs, des coureuses, tout le monde est un peu déçu parce que tu fixes tes objectifs de l'année en fonction d'une course qui s'en vient ou peu importe, mais la course est annulée à cause de la COVID. Tu peux dépasser tes limites de d'autres façons, mais c'était la crainte que tout le monde avait. C'était, est-ce qu'il y a des organisations qui vont souffrir, qui ne passeront pas 2020 parce que, justement, c'est super difficile. Puis on a vu des commerces fermés partout au Québec et tout ça, malgré les aides gouvernementales. Mais là, de voir, en ce moment, je vois les événements qui vont avoir lieu cette année, ce qui a déjà eu lieu, mais ben, tu te dis, s'ils sont là et ils peuvent le tenir en 2021, ben, c'est encourageant. On ne connaît pas les finances personnelles de chaque événement, mais s'ils ont eu lieu cette année, c'est quand même encourageant de se dire,
l'année passée, ça a été tough, mais là, on survit, puis l'an prochain, on va être de retour comme d'habitude. Tu sais. Oui, en effet. Écoute, ça n'a pas été facile pour personne, puis bénévole ou for profit, là, tu sais, parce qu'on deal avec beaucoup de causes, puis Dieu sait qu'ils en ont mangé une totale, eux autres aussi, là. Ah oui. Mais ceci dit, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui m'a épaté de l'année dernière, c'est qu'on a réussi à lever 220 000 pareil. C'est malade. Dans Avec la une version année, virtuelle de l'événement. Ça n'a aucun bon sens. Pense-y 2 secondes. Ces causes-là, ils se disaient, bon, on n'aura rien cette année, puis c'était une... Tu sais, moi, je me suis battu vraiment pour qu'on puisse se tenir jusqu'au bout pour cette raison-là. Mais c'est un gamble, on s'entendait. J'avais aucune idée si on allait pouvoir amener ça comme ça. Puis, ben, écoute, les gens ont répondu, les donateurs ont répondu, les coureurs ont répondu dans le virtuel. Je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as écouté durant ce week-end-là, mais écoute, il y avait du beau monde, mais de tout partout au Québec, tout partout dans le monde qui nous envoyaient des vidéos de leurs courses virtuelles, puis on savait qu'ils faisaient les levées de fonds en plus. C'était tellement touchant, c'était fou, là. Oui, mais c'était vraiment un beau trip de suivre. Puis il y a eu plein d'événements virtuels comme ça. Puis tous ceux que j'ai vu passer, il y avait cette vocation-là, tu sais, de remettre des dons à des causes. Puis c'est malade. 220 000, je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Ben oui, dans une année normale, c'est à peu près ça qu'on donne aussi. Ben, c'est ça, exact. C'est comme... Oui, puis tu sais, je veux dire, le Bromont, on s'est rendu jusqu'à la fin. Là. Moi, j'étais inscrit au 80, puis on s'est rendu à la toute fin de penser que ça aurait peut-être lieu après Arikana puis Beluga. Mais les levées de fonds se faisaient. Les levées de fonds, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, avec mon inscription, j'avais pris l'inscription qu'il fallait ramasser des dons, mais on le fait pareil, puis on ramasse des dons. Puis tous ceux avec qui j'ai parlé qui étaient supposés faire la course ont ramassé leurs dons, puis il n'y a rien qui est perdu. Ton inscription est remise à l'an prochain, peu importe ce que tu décides. Mais les dons que tu ramasses cette année, c'est cette année. Puis l'an prochain, tes donateurs, tu vas recogner à leur porte, puis ils vont être contents de leur donner un 10$, 20$, peu importe. Oui. Non, exact. Fait que non, c'est pas mal cool. Puis encore une fois, ça, c'est un beau testament à la communauté, littéralement. Parce que l'image de la communauté. Les gens ont le cœur sans main, puis les gens, c'est des gens de passion, c'est des gens de cœur. Puis quand il faut aller au bat, on y va, puis quand on peut aider, puis quand on peut donner du jus de bras, puis aider, ben on le fait. Puis c'est beau à voir tous ces exemples-là. Puis c'est le fun d'avoir des chiffres à l'appui. Écoute, tu arrives préparé comme un scout avec 10%, 220 000, mais c'est le fun. C'est le fun de le savoir. Puis, tu sais, tu parles de justement mettre la main, la pâte à la main, la main à la pâte? La main à la pâte. La main à la pâte. Tu sais, il y a plusieurs courses aux États-Unis, Grassroots, que un des éléments, un des critères pour faire ton entrée, c'est de faire du bénévolat en trail. Ben oui. Tu sais, c'est redonné. C'est une autre façon, là. Tu sais, nous, on l'a fait en don, mais il y en a qui le font en termes d'heures. Tu sais, le Vermont 100, c'est un exemple. Si tu fais, il faut que tu aies 8 heures, je pense, de bénévolat ou une affaire de même. Ben, ça te permet d'entrer. Tu as besoin de ça en plus de payer ton 300$ ou ton whatever. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ben oui. Puis, tu sais, on n'arrête pas de le dire. Puis, tu sais, Jean-François Tappe, pour ne pas le nommer, pré-Gaspésia, c'est une année difficile. Puis, en Gaspésie, je pense que c'est dur de trouver des bénévoles partout, mais en Gaspésie, son marché ou son nombre de bénévoles potentiels est plus petit que d'autres grands centres. Il a fait une espèce d'appel à tous avant, puis il manquait des bénévoles pour son événement. Puis, je sais que c'est un défi pour chaque course au Québec, puis c'est nécessaire. Puis, tu sais, je l'ai répété souvent au cours des 50 derniers épisodes de faire du bénévolat. C'est le fun, tu fais partie de la game, tu fais partie de la course d'une autre façon, tu vis différemment. Puis comme tu dis, ben, c'est nécessaire, c'est vital pour ces événements-là, ces organisations-là. Puis effectivement, j'avais vu ça que le Vermont 100, qu'on pourra en parler parce que tu l'as fait quelques fois, mais c'est une course qui pour participer, il faut que tu aies fait du bénévolat. Puis j'adore ça comme concept. Puis une petite parenthèse avant qu'on finisse cet interlude-là. Bénévolat, tu sais, pour la première fois l'année dernière, on a fait le Bromont Ultra sponsorisé, si tu veux. On a amené une gang pour être une des stations d'aide à l'UTHC. Ouais. Encore une fois, ça te parle de la communauté. Tu sais, moi, je suis là, je suis Marlène Sébastien Côté, qui est le fondateur de l'UTHC, avec son ex, je pense. On ne le dira pas. Mais c'est ça, son ex-beau-frère, tout ça, c'est fantastique, belle histoire. Mais Sébastien,
est venu m'aider presque from day one. Tu sais, il a passé des nuits blanches avec moi au Bromont Ultra sans rien demander en retour. Il m'amenait son expérience, sa vision, tu sais, tout le kit, on se donne entre nous. Tu sais, puis ça, tu sais, tu me dire que le race director du Rock and Roll Marathon à Détroit, oublie ça. Mais non. Puis il y avait la station d'aide. La week-end de Ricardo, tu avais la station d'aide Bromont Ultra. Moi, je me rappelle avoir vu Jean Fortier sur le parcours, qui est Jean Fortier, qui est le fondateur du QMT. En Gaspésie, l'année passée, il y a quelques mois, quelques semaines, Jean Fortier était là à aider Jean-François pour son organisation. Ouais. Je pense, Jean-François, dans la minute, tu avais besoin d'un directeur de course adjoint ou pour certaines distances. Sébastien Dion, je pense, de Québec, qui est allé l'aider, qui est un gars qui est dans la gang de tout trail. Bref, c'est ça. Il y a de ça partout, puis le monde s'aide. Puis l'autre fois, je parlais avec Marlene parce qu'on travaille sur quelque chose que je ne peux pas parler. Bref, on travaille sur quelque chose, puis je me rends compte qu'elle est impliquée, puis qu'elle aide tellement plein de monde. Je sais qu'elle est impliquée avec la cavale d'Yvan Lheureux, puis de Richard Turgeon. Puis c'est ça, tout le monde s'aide, puis c'est beau à voir. Puis entre les organisations, puis à un autre niveau, je l'ai répété plein de fois, mais on parlait de Tout Trail tantôt. Il y a Ultra Lala avec Pierre-Luc et Christina. Ouais. Entre les podcasts, c'est exactement la même game. On est zéro en compétition. Au contraire, moi, je dis tout le temps, les mondes écoutent 8 heures de podcast par semaine. Nous, on est là à se forcer pour sortir 1 heure. Fait on le sait qu'on est dans les oreilles des gens, tout le monde ensemble, puis aidons-nous. Puis on se parle entre nous autres, puis pour recevoir les mêmes invités au même moment. Mais il y a ça à tous les niveaux, mais comme tu le dis, entre les directeurs, les directions de course, puis entre les organisateurs, c'est le fun qu'il y ait cette entraide-là. Puis comme tu dis, c'est caractéristique de notre communauté. Oui, non, c'est de toute beauté, vraiment. On parle du Bromont depuis tantôt. Moi, il y a de quoi que je voulais qu'on jase parce que ça, tu ne l'as pas nécessairement raconté. Tu l'as dit, 2011, vous avez tenté de lancer quelque chose, ça n'a pas marché. 2014, vous avez relancé. Ça remonte à quand cette idée-là de commencer un ultra, de faire le premier 100 miles au Québec? Puis comment est né ce premier Bromont Ultra-là? Bien, il a commencé quand moi, j'ai découvert les 100 000. Puis quand j'ai décidé que j'étais assez fou pour ouvrir la porte à la possibilité que ça se fasse. Mm-hmm. Parce que c'est ça, courir un 100 000, right? La première porte qu'il faut que tu ouvres, c'est la possibilité que toi, en tant qu'être humain, tu pourrais courir de Bromont à Montréal, aller-retour, en montant le Mont-Brome 8 fois, puis redescendre, puis monter. Hey, il faut être il faut perdre une botte là, pour penser que ça se fait là, quand tu y penses, là, comme il faut, froidement. Fait en 2005, j'ai lu un livre qui s'appelait Beyond the Wall, je crois. Puis c'est 40 histoires de gens normaux qui ont couru 100 000. OK. Puis dans les gens normaux, tu as une couple de superstars. Là. Anne Trazen, par exemple. Mais tu as vraiment des gens normaux. Là, je lis ça, puis écoute, je les ai encore dans ma tête, là, 15 ans plus tard, là, parce qu'ils m'ont ils ont changé ma vie essentiellement. Là. Ben oui. Ce livre-là a changé ma vie. Écoute, je venais de courir mon premier marathon. Puis en 2004, après avoir fumé pendant 10, 12, 15 ans, puis j'ai arrêté de fumer, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour arrêter de fumer? Ben, je fais un bucket list, je veux courir un marathon. Bon, j'ai arrêté au mois de mars, courir mon marathon au mois de septembre. La même année? Oui, à Montréal. Wow! Mais j'avais déjà couru un demi 7-8 ans auparavant, puis je savais que je pouvais me rendre à 20-21 sans trop de problèmes. Fait qu'après ça, c'était juste de se faire sortir le mauvais les premiers mois. Fait que, longue histoire courte, je fais ça, je lis ce livre-là, puis là, je fais « Wow! C'est malade, ça! 2005. Quand est-ce que je pourrais courir 100 000? » Je ne peux pas courir 100 000 juste pour courir 100 000. Il faut que j'ai une raison pour courir 100 000. Fait que j'ai dit, je pourrais faire une levée de fonds. Puis lever 100 000 pour courir 100 000. Tu sais, ça fait bien. Fait que ça, puis ça, pourquoi je faisais ça? C'est parce que j'ai fait beaucoup de levées de fonds avant. Des tournois de golf, tout ça, pour la maladie cœliaque, entre autres, tu sais, à cause de mon fils qui avait ça très jeune. Puis je m'étais impliqué, puis je faisais des levées de fonds, puis je ne trouvais pas ça efficace. Je faisais un tournoi de golf. Puis, tu sais, pour donner 30-40 000 à la fondation, les gens déboursaient à peu près 250 000. Ouais, c'est ça.
Tu sais, pour un tournoi de golf, tu payes ici, tu payes ça, Ouais, tu t'as payes la beaucoup de bouffe. frais fixes. Hein. Exact. Fait que je trouvais ça pas super efficace. Fait qu'après 6-7 ans d'avoir fait ça, j'ai dit, I'm off. J'ai dit, je vais trouver une autre façon de faire les levées de fonds. Fait que quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, ça pourrait être efficace. Fait que ça, c'est 2005. Mais malheureusement, en 2006, je me suis blessé. Ou la vie a pris le dessus, je ne sais pas trop, mais j'ai eu des hernies discales. OK. Puis le médecin, en décembre 2006, le neurochirurgien, il a regardé ça, puis il dit, monsieur, ça ne regarde pas bien votre affaire. Il dit, des hernies discales de ce grosseur-là, puis j'en avais 3. Il dit, tu ne pourras jamais remarcher comme il faut sans peine de ta vie. Il dit, ça se peut pas. Là. Il dit, à la limite, peut-être il y aura une opération down the road, puis après ça, on verra. Je suis un petit peu découragé. Je peux... Mais yoga, positive thinking, positive vibes. Et 2 ans plus tard, je recourais un marathon. M'en faire mentir un médecin en une étape facile. Oui, ben une étape facile. Mettons que tous les jours, je me levais à 5h30, je faisais mon yoga. Pas longtemps, tu sais, une petite routine de 10, 15, 20 minutes. Puis écoute, ça a fait de la magie. Là. Je suis passé d'avoir mal 10 sur 10, 24 sur 24, là, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, à le premier mois, tout à coup, j'avais 5 minutes que j'étais pain-free. Puis après ça, 10 minutes, puis après ça, 15 minutes, puis après ça, une demi-heure, puis après ça, une journée. Puis ça a pris, 2 ans avant que j'essaye le marathon de Toronto. Puis ça, c'était l'automne 2007. Puis en mai 2008, je pense que j'ai fait le marathon d'Ottawa. Puis là, j'étais vraiment en forme. Je voulais aller faire mon PB, puis je voulais Boston Marathon Qualifier. Puis, pour moi, mes premiers marathons, c'était autour de 3,30, 5 minutes du kilo, ce qui est, on va dire, standard pour une personne très comme respectable. moi. C'est très correct, oui. Sauf que là, j'étais rendu que j'étais plus vers 3h15. 3h10, 3h15, j'étais vraiment entraîné pour ça. Mais un de mes chums voulait faire son premier marathon, puis en bas de 4 heures. Puis là, j'ai dit, on va au marathon d'Ottawa, il fait sa course, je fais ma course. Puis là, j'ai décidé que non, je vais l'accompagner. Puis je vais m'assurer qu'il finisse en bas de 4 heures. Fait que je l'ai suivi pendant 4 heures moins 2 minutes. Oh wow. Puis on a fini en 3,58. Puis, ça a été son pacer. Oui, essentiellement, mais j'étais en freaking feu. J'ai fini le marathon. Écoute, je courais par en arrière, par en avant, je le rattrapais, je revenais, je l'encourageais. Let's go. Je clenchais quelques kilomètres, je revenais le chercher. Puis là, après le 42 kilomètres, j'ai dit, OK, ça, c'est comme ça qu'on se sent pour être capable de faire 2 marathons ou 3 ou 4. Fait que c'est suivant ce marathon-là, j'ai dit, je signe pour, c'était mai 2009. Parce que c'est là, le lendemain, je me suis inscrit au Vermont 50. J'ai dit, ce ne sera pas une sinécure, assurément. Mais j'ai dit, si je ne suis pas prêt là, je ne serai jamais prêt. Tu sais. Fait que c'est de même, je me suis inscrit. Puis là, c'est là que la levée de fonds, je m'étais dit faire 100 000 pour 100 000, mais pour faire 100 000, il fallait que tu te qualifies en faisant un 50 000, right? Oui, c'est ça. Donc, je me suis inscrit pour le 50 000, puis ma nièce, qui avait une cause qui s'appelle Reach Out to Humanity, bâtie de ses propres mains du haut de ses 22 ans, avec la technologie du temps, elle, pas de bureau, pas rien, elle a bâti une cause pour fonder un orphelinat au Pérou. Elle a fondé, en tout cas, toutes sortes de trucs. Puis là, cette année-là, elle m'écrit, puis elle dit, là, tu vas courir 50 000, tu vas lever 50 000. Là, je fais, ah ouais, OK. Fait que là, c'est là que j'ai créé Ultra Giving. Ouais. Ultra Giving. Puis là, le concept, c'était, moi, je me dépasse, mais ceux qui vont te donner vont se dépasser aussi.
Donc, run more, give more. Courir plus, donner plus. Fait que là, je pars ça, je signe pour le Vermont 50 pour le mois de septembre 2009. Puis finalement, le monde répond. Là. Écoute, Yannick, le monde répond. Je lève 65 000 $ en 4 emails. Suivi, là, puis juste avant la course, je parle de mon stress, je parle de ci, je parle de mon entraînement, je capote, puis je fais la course. Écoute, il pleut à Sio. À Sio, battant, pluie battant, de 3h30 du matin quand je me lève à la fin de la course quand j'ai fini à 11h et quelques plus tard. J'ai fini une demi-heure avant le cut-off de 12h. Écoute, il n'y a plus à Sio, puis une petite anecdote là-dedans, puis on parlait de monte tantôt. Écoute, moi, j'étais coureur de marathon sur route, tout ça. On les connaît, nos temps, puis c'est important, puis à tous les kilomètres, tu regardes, OK, dernier kilomètre en 5,22, il faut que j'accélère. Non, oublie ça. Il se met à pleuvoir. Là, tout à coup, je regarde ma montre, puis elle commence à me jouer des tours, c'est comme... Elle ne fonctionne pas ou elle fonctionne. Ça gosse, le GPS qui ne rentre plus, mon cœur qui ne bat plus. Écoute, littéralement, là, je suis à peu près au tiers de la course, je suis trempe. Tout ce que j'entends, c'est l'eau tomber à travers la forêt. Puis je suis tout seul, puis là, j'ai enlevé ma montre, excuse mon langage, je l'ai crissé dans le bois. Excusez pour les écolos. Puis je suis reparti à la course, mais comme un zen master. Après ça, là, j'ai plus remis une montre pendant 7 ans. L'image est forte, mais l'image est symbolique aussi parce que ça a comme été, là, on jette la montre par-dessus bord, mais pas juste cette journée-là, pour les 7 ans qui ont suivi. Oui, la seule raison que je le faisais ou que je suivais le reste, c'est quand je faisais mes intervalles. Puis là, ben, je le faisais pas dehors, je faisais mes intervalles dans des gyms, là, mettons, sur le treadmill. Fait que dans ce temps-là, j'avais mes stats, puis c'était parfait comme ça. Mais après ça, c'est tout. Quand je suis en trail, je calcule ça en termes de temps. Ben oui. Fait que c'est ça. Donc, longue histoire courte, j'ai levé 65 000. J'ai dit, ben là, ça marche. Les gens y répondent. Il faudrait que je le refasse. Puis là, ben, l'année d'après, 2010, j'ai refait ça en vélo de montagne avec des amis. On a relevé des fonds. Puis là, ben, tu sais, quand tu te qualifies pour un 100 000 pour le Vermont 100, tu as 2 ans. OK. Qualifié pour le 50, avec ton 50 000, tu as 2 ans pour faire la course. Fait que là, ma limite, c'était 2011. Fait que là, j'avais comme pas le choix en 2011, même si ça ne me tentait pas. D'avoir à me requalifier. Ben, c'est ça. Fait que, OK. Fait que là, on a fait ça. Je me suis inscrit pour le Vermont 100. Puis pendant ce temps-là, Ultra Giving, ben, on avait donné 65 000 la première année, un 35 000, je pense, la deuxième année. Puis là, il y a un ami qui m'a donné la suggestion de partir ma fondation. Plutôt que les gens allaient donner, mettons, 33 $ à un de mes choix, 33 à l'autre, puis 33 à l'autre, pourquoi pas donner à Ultra Giving qui, lui, redonne à des fondations? OK. Un reçu d'impôt, etc. Fait que j'ai créé ma fondation comme ça, à travers la Fondation communautaire du Grand Québec, à Québec, parce que je viens de là, puis c'était une de mes amies qui était directrice générale. Nathalie à l'époque. Et puis, donc ça a été une belle invention. Mm-hmm. Ça a fait comme un centre pour recueillir les fonds, puis après qu'on puisse redistribuer. Fait que, ça a super bien fonctionné. Puis en 2011, ben, j'ai réussi mon premier 100 000. Je n'ai pas réussi à lever 100 000, mais je pense que j'ai levé un autre 65 ou 60 ou 70 000 là, cette deuxième année-là. C'est quand même exceptionnel. Puis quand tu parles tantôt du ratio des levées de fonds de golf où tu as beaucoup d'argent qui sert à des frais fixes, là, quand tu levais 60 000, tu redonnais 60 000. 60, exactement. Fait que c'est là que je me suis dit, hey, ça serait cool, hein? Admettons qu'au lieu d'avoir un Gilles Poulain qui lève ça, ben, il y en a 10. Parce que c'était pas Gilles Poulain, c'était le fait que je me dépasse et que je sois fou. T'sais, les gens, écoute, j'ai encore plusieurs amis, parce que c'est surtout mes amis que je suçais avec l'argent. Là. Et eux autres,
Mais il allait au-delà de ça, que c'était pas juste l'argent, c'était que moi, je les inspirais à prendre soin d'eux-mêmes, puis à se dépasser. Fait que quand eux arrivaient devant un problème X, que ce soit à la course ou même au travail, ils disaient, il ne dira pas que c'est impossible, là. Si l'autre clown, il vient de courir 2 marathons dans la pluie, là, ou l'autre clown, il vient de courir 100 000 pendant 25 heures. Voyons, non. Je ne me plaindrai pas parce que j'ai mal après 10 kilomètres. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça. Fait que ça a fait comme, OK, c'est pas juste à propos de l'argent. Il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de... T'amènes des gens dans une vibe. Puis ben c'est là que je jouais au hockey les mercredis soirs, puis j'ai 2 chums qui sont extraordinaires, François Monette puis Marc Hébert, pour ne pas les nommer, qui m'entendaient, puis qu'on parlait comme ça durant une soirée en prenant une bière après le hockey. Là. Puis ils disaient, mais pourquoi on ne le fait pas ici? Puis là, je dis, ah ouais, on devrait. Ça fait que c'est là qu'on a essayé en 2011. Les étoiles, pas enlignées, whatever. Pas marché. Mais François, particulièrement, il me gossait là, à chaque année au hockey. Pas dire à tous les mercredis, là, mais presque. Hey, Gilles, quand est-ce qu'on revisite ça, cette idée-là? Quand tu pensais à cette idée-là, est-ce que tu commençais aussi à réfléchir à un parcours, à comment tu allais gérer l'événement, ou à ce moment-là, l'idée n'était que faisons une course caritative, point? Bien, en fait, c'était vraiment plus ça. C'était faisons une course caritative, faisons le premier 100 000 au Québec. Puis l'autre chose qui est important pour nous trois, c'était de rendre la course, puis c'est le même, je l'explique souvent, tu sais, se dépasser, c'est pas juste courir 100 000. Se dépasser, c'est courir ton premier 5 km. C'est marcher ton premier kilomètre après un accident, après un recovery parce que tu es un addict ou tu as eu des problèmes ou après une dépression. Ou, tu sais, se dépasser, c'est toutes sortes de saveurs. Oui, puis tu n'es pas obligé de te rendre à 100 000 pour sentir que tu as atteint ta limite, puis c'est correct. C'est peut-être mieux et plus sain probablement. Oui, oui. Mais on répète souvent, puis c'est ça, chacun son ultra, chacun son 100 000, puis chacun son objectif. Si toi, courir 10 km, c'est l'objectif ultime parce que tu as des limitations qui fait que 10 km, c'est ton Saint Graal, ben go for it. T'sais. Exact. Puis 100% d'accord. Puis c'était pour ça qu'on voulait inscrire toutes les distances au Bromont Ultra. Puis c'est ce qu'on a fait. Ah oui. Tu sais, j'ai mon ami François-Guy Tivierge qui, lui, chacun son Everest. Ah oui, c'est carrément chacun ça. son 100 000. Oui, c'est carrément ça. Puis c'est vrai, puis c'est encore vrai aujourd'hui, je le vois. Puis au départ, tu sais, pour te donner une idée, le premier Bromont Ultra, on a levé 85 000, je pense. OK. L'année d'avant, 2013, qui était ma dernière année à faire ça seul, j'ai levé 110 000. Pour ton Vermont 100, ton deuxième? Oui, mais j'avais couru le Bryce 100 aussi, 6 semaines avant. Fait que là, il a fallu que je cours 2 fois 100 000 pour lever plus que 100 000. C'est correct. On l'a réussi. Mais après ça, je me suis dit, ouais, ben là, je pense que j'ai assez sucé mes amis. Là. Ils ont donné. Là. Après 5 ans, je pense qu'il a donné pas loin de 400 000. Là. Fait que j'ai comme, faudrait aller voir ailleurs. Là. Il est temps d'aller voir, il est temps d'aller cogner à d'autres portes. Oui. Fait qu'ils continuent à être mes meilleurs amis puis mes meilleurs supporters, ces gens-là. C'est tout extraordinaire. Mais mets-toi dans mes souliers, là. 2014, on organise ça. Ça prend, à l'époque, peut-être 175 bénévoles. On a 700 coureurs. Ça prend des milliers d'heures de bénévolat, incluant notre groupe qu'on a commencé au mois de novembre 2013 puis finir en octobre 2014. Puis on lève 85 000. Tu comprends-tu que j'étais légèrement déçu? Tu avais levé plus que ça à toi tout seul l'année d'avant. Avec 8 emails, donc je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais admettons, on va dire 15 heures. Mais attends, je vais prendre une petite pause. Ta première édition, 2014, tu as eu 700 coureurs d'une shot? Oui. Cette première édition-là, tu avais toutes les mêmes distances qu'en ce moment? Oui. Fait que vous avez comme commencé en Lyon parce que
Bing, on s'attendait Souvent, à les courses 300. commencent avec 1, 2, 3 distances, puis avec le temps, on bonifie ça. Vous autres, vous avez commencé, boum, 160, 80, 55, All in. limite. Oui, all À in. l'image Le concept de son des équipes. cofondateur. Hein. Oui, c'est ça. Ben oui. Pas Non, mais intense. puis tu ris. Puis, ouais, un petit peu. C'est ce qui fait. En effet. C'est ce qui fait pas le personnage, j'aime pas dire ce terme-là, mais c'est ce qui fait un peu l'homme que tu es aussi, que quand tu as décidé de courir un marathon, boum, ça s'est fait. Quand tu as décidé de faire 100 000, boum, ça s'est fait. Ben, On fait le boum, premier ça 100 s'est 000 au fait. J'ai Québec, on couru va y mon aller. 100 000 6 ans plus tard. Oui, mais On c'est s'entend. une progression quand même rapide. Oui, Pour un mais gars qui a quand été je 2 vois ans un peu maintenant... sur le banc à cause d'une blessure, revient de ça. Ouais. Tout ça pour dire que cette Ouais. première édition-là où tu es arrivé avec beaucoup de distance, beaucoup de monde, 700 personnes, c'est ambitieux pour une première édition, c'est impressionnant. Mais ça nous avait surpris, en effet. On s'attendait à 300, 350. Là, puis on combien avait sur fait le 100 000, sur ces 700-là? 30. Quand même malade. Oui, il y en a 10 qui ont fini. OK, c'est un bon ratio. Un Ouais, ratio c'est à la ça. Barclay, non, même pas. Ouais. Non, mais pour la première édition, c'était comme... C'est parce qu'il y en a plein, certains, qui sont arrivés et qui ont dit, à Bromont, c'est des petites montagnes. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Oups. Oui. Ouais, là, c'est dans Mais le toutes caisseur. nos courses au Québec, pour des gens de l'extérieur, ont peut-être ce réflexe-là de dire c'est des buts, là, c'est 800-900 mètres au maximum. Mais quand tu montes plusieurs fois, tu check les profils des Québec Mégatrail, l'Aricana, Bromont de ce monde, Ben non, ça se compare à des courses dans les Alpes puis aux États-Unis, c'est juste que tu montes plus souvent en montagne. Mais les 5000 mètres sur le 160, c'est plus que la très grande majorité des 100 mètres américains. Là. Absolument. Fait que, ils iront chier avec leur petite butte. Non, au Québec, quand on fait un ultra, tu montes la montagne en masse puis tu cumules ce que tu cumulerais dans les Alpes ou peu importe où. Exact. Fait que c'est ça. C'est une belle histoire. Il y a des gars qui y ont cru. Puis depuis 8 ans, ben c'est plein de gars et de filles qui y croient puis qui y ont cru. Puis je dis souvent maintenant, depuis 3 ans, le Bromont Ultra, c'était peut-être à notre petit groupe au début, mais ça ne nous appartient plus. C'est beaucoup plus gros que nous, là. On n'est pas loin de 5 % de la population locale qui sont nos bénévoles. C'est malade. C'est comme ça ne nous appartient plus, c'est plus à nous, là. C'est à la communauté, c'est aux causes qui veulent qu'on soit là puis qui veulent qu'on leur offre cette option-là, parce que ça reste un événement levé de fonds clé en main pour eux. Mm-hmm. Ah oui, exact. Puis au-delà des sous qu'on lève, ben c'est là où je voulais en venir tantôt quand je parlais de comment j'ai vu que ça avait résonné chez mes donateurs dans le temps, c'est que c'est au-delà des sous. On a vu comment ça a changé la vie de certaines personnes, ça a inspiré des gens. C'est vraiment cool. Moi, je me sens tellement... j'ai plein de gratitude envers tous ces coureurs-là qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui est vraiment important. Puis le bottom dollar, le dollar marginal, ultimement, on s'en fout, là. C'est l'effet qu'on fait sur ces gens-là, comment eux affectent leur propre vie, comment eux affectent les gens autour d'eux. Écoute, c'est des tentacules, là. C'est des tentacules. On est une grosse pieuvre. C'est débile. Si tu dis que, mettons, pour le fun, on va dire, on a 2500 coureurs, on va dire qu'il y a 10 %, 250 personnes qui lèvent des fonds. Il y en a plus que ça, puisqu'avec les équipes, c'est peut-être plus proche de 1000. Admettons que chacune de ces personnes-là contacte un autre, on va dire au bas mot, 30 personnes. Admettons qu'ils sont 1000, ben c'est un autre 30 000 de personnes qui sont affectées par le dépassement d'une personne. Tu ne sais pas comment ça va changer la vie d'une de ces 30 000 personnes-là. Puis ça, c'est la vraie beauté de ce qu'on fait. Bien au-delà des résultats, bien au-delà du coureur même qui est sur place, c'est tout ces tentacules-là. Là. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis c'est une des raisons pour laquelle je continue à faire ça, pour laquelle les gens continuent à être bénévoles et à vouloir l'être. Puis c'est vraiment inspirant, je te dirais. Là. Puis c'est tellement plus loin que ce qu'on pouvait s'imaginer au début. Oui, puis tu disais tantôt quand on parlait que la trail au Québec, c'était une niche depuis 2011, depuis 2014. Ça l'a gagné en popularité.
c'est encore niche si on se compare à d'autres sports, mais il y a beaucoup plus de monde qui le pratique. Mais je pense qu'il y a un peu de tout ça là-dedans. C'est que tu te fais inspirer, puis il y a plein de... tu parlais à des coureurs de route, puis le déclic qu'ils ont eu, qui leur a donné le goût d'aller s'essayer d'un trail, puis s'inscrire à une première course de trail, puis d'augmenter, puis maintenant faire le 100 000 à Bromont, par exemple, c'est un ami coureur, un contact, quelqu'un qui t'écrit « Hey, je fais une levée de fonds pour une course » ou « Hey, voici, je suis vraiment fier de ma performance », puis le monde partage ça sur les médias sociaux, puis ça fait boule de neige, puis ça contribue nécessairement à la popularité grandissante de notre sport. C'est l'effet boule de neige de tout ça. Puis, comme tu dis, c'est pas quand tu écris un courriel à 100 personnes, hey, je fais une course, je ramasse des fonds. Il y a des gens qui vont faire OK, un tel, je savais qu'il court un peu. Là, ça va faire 160 km dans les montagnes, puis dans les sentiers, puis dans les racines. C'est un malade. Je vais te donner de l'argent, puis ça va peut-être même faire que tu vas avoir le goût de te mettre à courir plus, puis d'essayer quelque chose. Tu sais. Ou quelqu'un qui a changé sa vie, puis qui va faire le 12. Puis qui décide de lever des fonds. Tu sais, c'est aussi inspirant. Tu sais, puis c'est vraiment cool de voir ça. C'est vraiment le fun. Exact. Tu as fait à tes débuts Vermont 50, Vermont 100, qui sont des courses qui ont un peu ce petit côté-là caritatif, ou comme tu le disais, le Vermont, c'est en échange d'heures de bénévolat. Est-ce qu'il y a des courses qui t'ont inspiré, comme tu en as fait plusieurs, à façonner un peu ce que serait le Bromont Ultra quand tu commençais à l'imaginer? Oui. Écoute, il y en a un que j'ai fait, puis qui m'a inspiré, bien malgré que c'était un des plus commerciaux, on va dire, c'est Leadville, au Colorado. Moi, je l'ai couru en 2012, il venait d'être acheté. OK. Donc, ça s'en venait un petit peu plus commercial, mais le concept que j'aimais beaucoup, c'est quand tu vas à Leadville, là, pour le Leadville 100, là, la ville est course. Et vélo de montagne pendant 10 jours. C'est 2 fins de semaine, puis une semaine au complet. Surtout que c'était à 10 000 pieds d'altitude. Fait que moi, cette année-là, je suis allé avec mon pote, mes 2 potes. On a loué un chalet une semaine d'avant, à Leadville, sur le course, pour s'acclimater. Ben oui, parce que 10 000 pieds, c'est haut, là. Tu manques... Là, il y a moins de D+, là, il y a juste 16 ou 17 000 pieds de D+, là, le 100 000, là, mais entre 10 et 13 000 pieds d'altitude, c'est ça. On ne respecte pas de la même façon, je peux te le dire. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas fini, lui. J'ai un DNF à 62 000, dont je suis très fier. Puis ça, si tu veux, on peut parler des DNF. J'adore les DNF. 2 de mes plus belles courses, c'est des DNF. C'est lesquels? C'est Leadville, puis c'est quoi l'autre? Massanutten. OK, c'est lui dont tu parlais. Oui. Lui, j'ai arrêté à 82 000. Ah ouais. Puis j'aurais pu, je te dis, facilement, entre guillemets, là, marcher les derniers 18 000. Là. J'avais 12 heures pour les marcher. Là. Mais ça a été un choix. Mais le reste de la course, c'était merveilleux. J'ai adoré. Mais sauf que c'est un choix conscient de dire, bon, là, c'est plus le fun, puis j'ai pas besoin de le prouver à personne. J'ai pas besoin de marcher pendant 12 heures, alors que mes pieds me font souffrir à chaque pas. Fait que j'ai décidé d'arrêter, bien malgré le fait que j'avais un pacer qui avait voyagé avec moi de Québec. Ah ouais? Ouais. Comme à Leadville, d'ailleurs, c'est mon pote qui était... Écoute, il avait pris l'avion avec son fils pour venir. Puis moi, écoute, je suis arrivé au 50e mille, puis j'étais en petits morceaux. Là. En feu au 40e mille, en petits morceaux au 50e mille, parce qu'à Leadville, tu montes une passe à 12 ou 13 000 pieds à partir de 9 500 ou le plus bas. Là. Ça s'appelle Hope Pass. Moi, je l'ai appelé Hopeless Pass. Parce que, moi, quand je suis retourné de l'autre bord à 9 000 ou 10 000 pieds d'altitude de l'autre côté de la passe, parce que tu redescends de l'autre côté pour le 50 miler, c'est un out and back. Exact, un aller-retour. Oui, un aller-retour. Ça fait que quand je suis arrivé au 50e mille, je n'étais plus le même homme. Là. J'étais détruit en petits morceaux. Là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 10 km-là? Ce 10 000-là? 10 000, oui, 10 000 avec 6 000 pieds de dénivelé. Écoute, je n'ai pas pu manger. Je n'étais pas capable d'avaler rien. Ça faisait 18 heures, 13 heures. Avec le 50 000, 13 heures sans...
juste boire de l'eau. Je n'étais pas capable de prendre de Gatorade non plus. Pas de sucre, il n'y a rien qui rentrait, là, mais à rien. Fait que je ne sais pas. Après ça, on dirait que c'est mon esprit, je pense, qui a lâché complètement. J'étais rendu un bébé, man. J'étais couché sur le côté, recroquevillé. Je voulais ma mère. C'est une catastrophe. Mon fils était là. J'avais honte. C'était pas drôle. Là, aujourd'hui, il est correct. Il m'en parle, mais il avait 12 ans à l'époque ou 13 ans. Pas sûr qu'il était super fier de son père. Mais... C'est vrai que papa t'a magané. Ouais. Mais papa s'est relevé, il est reparti, il est retourné du 50e mille, il a remonté Hopeless Pass, puis il est redescendu de l'autre bord. Puis avec mon chum, il dit OK, si tu veux arrêter, au moins on va faire le cut-off. Eux autres, ils disent qu'on ne peut pas faire le cut-off parce qu'on est passé trop tard ou on est parti trop tard. J'ai dit OK, let's go. Let's go, mais là, j'ai plus de temps à perdre. Let's go. Fait qu'on s'est mis à courir comme des malades. C'était complètement fou. C'était une de mes plus belles descentes dans le noir. Puis pour ceux qui l'ont fait, Leadville, quand tu redescends, écoute, tu longes des ledges, là, puis c'est steep là, de chaque côté. Puis c'est complètement trippant. Puis on est arrivé en bas, il faut que tu traverses une rivière jusqu'en haut des genoux. Puis on arrive là, il était peut-être minuit, je ne sais pas trop, à la dernière station du 62e mille, qui était là où j'avais ma maison qu'on avait louée. OK. Mais là, écoute, on clenchait tout le monde, mais tu sais, c'était les derniers qui arrivaient à peine au cut-off, tu sais, fait que tout le monde se battait pour le cut-off, mais nous, on avait comme juste ça dans la tête. Puis, tu sais, commencer une station d'aide, tu sais, là, il y a plein de monde, il y a plein de crew, puis tout ça, les cloches, puis les lumières de Noël. Écoute, c'était le party. Puis là, ils nous voyaient courir comme des malades, puis on se faisait crier après, puis encourager. On était comme des rock stars, là. Puis on est arrivé 4 minutes to cut off. Ah ouais. Ouais, à minuit et moins 4, je pense. C'est une affaire de même. Puis là, la madame, quand j'ai dit non, I'm done. Ben voyons non. Vous l'avez fait, le cut-off. Come on! Repartez tout de suite! Non, moi, c'était décidé. J'ai promis à mon chum qu'on essayait le cut-off, puis pour moi, c'était ça, mon 100 000. C'était comme... Mais là, ça fait 18 heures, je n'ai pas mangé, pas capable de rien faire. À 38 000, c'est long, l'estomac vide. Hein? Il t'en restait un bout quand même. Ouais, puis j'aurais pas fait le cut-off probablement au prochain cut-off. Ouais, puis t'as eu du fun, ça, 12 000 là, de redescendre et tout ça, écoute. Exactement. Ça fait que, tu sais, j'ai des super beaux souvenirs de cette course-là, comme de ma Sanuten, puis le point là-dedans, c'est qu'un DNF, c'est pas plate. Là. Mais non. C'est aussi beau qu'un so-called success. Tu sais, puis success. Tu finis à 24 heures, 22 heures, 23 heures, 32 heures. It's all success. Ah oui. Dès que tu finis, man, c'est fantastique. Puis même si tu finis pas, tu sais, je veux dire, de te pointer sur une ligne de départ, c'est déjà un succès. Exactement. Parce que c'est tout ce qui vient avant, le travail, puis la persévérance. Puis oui, il y a des bouts de temps dans une course, puis quand tu ressors d'un creux, c'est impressionnant, puis tu apprends sur toi, puis tu apprends dans les bonnes journées, comme surtout dans les mauvaises. Mais je pense que le plus gros du travail, moi, je dis tout le temps, quand le monde, tu sais, quand tu parles avec des gens qui ne sont pas des gens qui font de l'ultra et tout, tu essaies d'expliquer que, moi, en tout cas, je sens que race day, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Parce que la préparation physique est là. Le physique peut lâcher, mais c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est le avant, c'est là qui est la préparation physique, puis de te pointer sur une ligne de départ d'un 100 000, puis d'avoir fait ce qu'il fallait, parce qu'on sait que c'est des sacrifices. C'est des week-end chocs, c'est des nuits passées à courir à la frontale tout seul dans un centre de ski. C'est des dimanches matins que tu aurais le goût de prendre ton café dans une doudou, mais non, tu sors dans la tempête de neige faire ton 25 kilos. C'est tout ça, c'est ça qui est tough. C'est pas de se pointer une journée. Y croire, juste garder la porte ouverte que je vais être capable. Hey, la première fois, c'était tout un challenge, ça. C'est débile. C'est le plus gros challenge, ça. C'est ça, tu l'as dit tantôt, ouvrir la porte au fait que ça se peut courir 100 000. Oui, ouvrir la porte à l'impossible. Fait que ça, c'est pas juste courir 100 000, c'est juste ouvrir cette porte-là. Puis ça, tu sais, je te donne un exemple comment ça a affecté ma vie. Dans mon travail, tu sais, je travaillais à bureau corporatif, Wall Street, Jump et tout ça. Puis tu sais, quand ça commençait à se savoir, là,
dans mon cercle. Imagines-tu mes patrons quand je leur demandais telle ou telle chose, puis ils me disaient « Ah non, ça, c'est impossible. » J'étais là. Veux-tu qu'on se parle de l'impossible? C'est pas. Non. Il n'y a pas grand-chose qui est impossible, là. OK? Parlons-nous un peu, là. Pourquoi c'est impossible? Puis, je te le dis, même au niveau business, ça s'est reflété. Les gens, ils ne dealaient plus avec mes demandes ou mon questionnement de la même façon. Parce qu'ils savent d'où tu arrives. Puis là, ils disent OK. Mettons qu'ils mettent un petit peu plus en question leur propre vision de ce qui est impossible. Puis ça, c'est ce qu'on fait qui est de toute beauté. Tu sais. C'est juste d'ouvrir cette porte-là pour les gens, puis qu'ils l'ouvrent. Gâtez-vous, man. C'est tellement incroyable où ça peut aller. Là. Tous tes rêves deviennent plus possibles. Ben, c'est quand tu pars, puis tu cours un peu importe ce que tu fais, puis tu t'ouvres la porte à dire il y a des gens qui courent 100 000 points. Check pas les stats, check pas les durées. Juste partir puis courir 160 km, ça se peut. Mais d'ouvrir cette porte-là, ça amène plein d'impossibles qui deviennent des possibles. Puis là, tu apprends qu'il y a des crinqués qui font 200 000. Puis là, tu apprends qu'il y a une fille qui s'appelle Hélène Dumais qui fait 888 km. Puis ça n'a comme plus de limite, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. C'est step by step, tu montes les échelons. Puis pas des échelons en termes de gradation, plus des échelons de prends-le petite bouchée par petite bouchée. Tu sais, toi, tu l'as fait, tu as commencé avec un 50 000, 100 000 après. Quand tu as flirté avec le 50 000, tu te dis OK, ben j'ai fait la moitié, puis le lendemain, je n'étais pas mort. Bon, ben, je peux faire plus. Puis... À suivre. Ben oui. Moi, c'est le conseil que je donne tout le temps parce que les gens m'écrivent. Tu sais, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste en physiothérapie, en ostéo, je ne suis pas un coach, mais les gens m'écrivent parce que bon, j'en parle dans un podcast depuis 50 épisodes, mais moi, je dis tout le temps, moi, je pense que le succès, puis mon succès à moi, c'est très modeste, mais je veux dire, moi, le fait que je suis rendu là où je suis rendu, devant cette montagne-là qui s'appelle le Bromont Ultra 160, qui sera mon premier 100 000, ben, c'est le fruit de beaucoup, beaucoup de travail, puis petite bouchée par petite bouchée. Puis il y en a d'autres, là, deuxième saison de trail, sinon dans le 100 000, puis c'est parfait. Il y en a que c'est leur succès, puis c'est correct. Moi, il fallait que je me sécurise dans chaque distance, puis j'ai augmenté tranquillement. Bon, 3 ans, est-ce que c'est tranquillement pour un 100 000? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris petite bouchée par petite bouchée. 50, 65, 80, 100, 125. Puis là, ben, il m'en reste si 35 je peux me permettre, pour me rendre... je trouve ça vraiment plus sage, personnellement. Oui, c'est très sage. Il y en a qui l'ont essayé dès la première année sans avoir couru de marathon. Parle-en Yvan Lheureux qui me l'a compté. Bon, exactement. J'allais dire, Yvan, je suis certain que tu n'écoutes pas. Mais, puis j'y disais à l'époque, je ne dis pas que tu ne seras pas capable, sauf que je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais garde-toi. Puis c'est une des raisons pour laquelle, tu sais, un peu comme old school, nous, on ne demande pas de preuve que tu es capable ou tu n'es pas capable. Moi, je me fie à l'être humain. Je me fie que vous êtes tous des gens capables de prendre des décisions à votre sujet, puis de dire, je suis capable, je pense que j'ai ouvert cette porte de l'impossible, puis je veux me tenter. Mais il faut juste qu'on se rende compte que, bon, ça vient avec quoi, puis tout ça. Tu sais, mais pour le corps, je suis convaincu que c'est mieux de prendre son temps, on va dire. Exact. J'en ai parlé à plusieurs de mes invités, dont Yvan. J'en ai parlé avec Dominique Gladu qui a fini 3e il y a 2 ans. J'en ai parlé à plusieurs qui ont complété leur premier 100 000 à Bromont. J'en ai parlé à Pierre-Luc d'Ultralala qui m'a donné ses conseils, ses trucs en ondes. Je ne me rappelle pas si c'est dans l'épisode où je l'ai reçu ou celui qui m'a reçu. Là, je veux l'avis d'un expert. Tu as vu plein de gens finir ton 160. Si tu avais un conseil à me donner, moi qui se lance là-dedans cette année pour la première fois, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Pars pas vite. Littéralement. Le problème avec le BU, sérieux, là, c'est le premier 16 km. Ben oui. Tu montes 3 fois la montagne, puis si tu as le moins... pas si tu es le moindrement gung-ho, c'est sûr que tu es gung-ho, puis tu as de l'adrénaline top niveau jusque-là. Fait que tu as tendance à vouloir courir tout de suite ton rythme. Prends le temps d'arriver à ton rythme. Parce que la deuxième montée qui va arriver la nuit,
most likely scenario, Mhm. est plus difficile. Tu sais, puis quand tu arrives dans la Lieutenant Dan, d'ailleurs, il faut que je te parle de Lieutenant Dan parce que tu devrais l'avoir comme invité. Quand tu arrives dans la Lieutenant Dan la deuxième fois, tabarouette. Tu espères juste de ne pas avoir explosé tes quads dans les 3 descentes de la première fois. Là. Exact. Tu sais, ça fait que vraiment, tu sais, je dis pas que tu peux faire un negative split, mais du moins de diminuer le negative. Ouais. Si tu vises 30 heures, comprends? fais pas 10 la première boucle puis 20 la deuxième. Exact, parce que ça, tu vas en trouver longue, là. Tu sais, tu n'auras pas de fun, là. Fait que garde le fun. Tu sais, puis ça, c'est le plus grand. Ben, j'allais dire, le plus grand conseil, c'est de garder ça le fun, mais c'est pas vrai parce que je pense qu'à chaque. Non, il y a juste le Rocky Raccoon, je te dirais, où il n'y a pas eu de période de non-fun. Je pense que j'ai eu 5 minutes de non-fun au Rocky Raccoon. Sur 100 000, Ouais, sur 23 heures de course. ouais. C'est pas 22? Ben moi, Je me devant rappelle moi, je me suis ouvert. C'est 23. OK. Je ne vais pas te reprendre, mais Non, mais je ne fais pas les j'exagère tout entrevues, le mais temps. je m'ouvre ton Ultra C'est 5. 22. Fait que, non, écoute, j'ai eu, honnêtement, là, je dis 5 minutes, là, c'était peut-être 1 heure, là, mais tout ça pour dire que dans tout le reste des courses, inévitablement, tu as des downs, tu sais, puis tu le sais, même à tous les niveaux de course, tu sais, dans les marathons, c'est rare qu'il n'y ait pas de down aussi, tu sais. Ouais, tu fais un 5 kilos dans le piton pour faire un PB, puis ça se peut que tu aies un bon down. Exactement. Il ne Donc, durera pas same longtemps, thing. mais... Et là est la grosse nuance. C'est que le down, puis ça, c'est l'affaire des 160. Il faut qu'ils réalisent que le down, là, il va durer, puis il ne faut pas que tu sois découragé, que tout à coup, tu te sens down, puis ça fait juste un marathon que tu as fait, puis il t'en reste 3. Parce que ça se peut très bien. Ça se peut très, très bien qu'après un marathon à Bryce Canyon, après le premier marathon, ça allait pas bien, là. Tu sais, j'avais mal nulle part. J'avais juste pas de fun. Ouais. Ben là, je me suis mis un beat dans les oreilles. Puis là, j'ai disparu sur un nuage pendant 18 heures. C'était malade mental. Puis ça m'a pris 31 heures, cette affaire-là. Là. J'ai fini avec les pieds détruits de sable, puis tout craqué, tout le kit. Mais ça a été... je ne veux pas dire le nirvana, là, parce que c'est un gros mot, mais je suis monté ailleurs. Là. Je suis allé ailleurs. Oui, pendant 18 heures. Tu te rappelles-tu de ces 18 heures-là? Oui, bien, je me rappelle juste du bonheur. OK. Juste, écoute, j'ai des flashs un peu partout, puis je n'étais pas avec de la musique tout le long. Tu n'as pas 18 heures de musique. De toute façon, mes batteries n'auraient pas fonctionné. Là. Mais non, j'étais comme juste dans un bon beat tout le long. Puis à peu près au milieu de cette 18 heures-là, j'ai vu Louis Arcan, qui était mon chum, qui était là aussi, qui lui était déjà sur son... C'est un out and back, ça aussi. Ouais. Moi, je rentrais, lui, il partait, tu sais, puis on s'est rencontrés. Puis là, on a passé un petit 5-10 minutes ensemble. C'est une belle interlude, tu sais. Fait que non, ça a été... t'es juste comme ailleurs. Tu sais, puis une des phrases que j'ai vues une fois, c'est « If you want to talk to God, run an ultra. » Tu sais, puis je suis pas catholique, je crois pas nécessairement à Dieu comme on se l'imagine, mais je crois qu'il y a des moments spirituels dans la vie. Ouais. Il y a des moments de higher consciousness. Puis je crois sincèrement l'avoir atteint plusieurs fois dans ces courses-là. Puis c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fini d'en courir. Parce que je veux revisiter ça. J'avais visité ça quand j'étais jeune, quand je faisais de l'escalade. J'ai revisité ça, tu sais, avec la course. Là, je l'ai revisité, j'ai recommencé un autre trip en voile, puis tout ça, j'ai revisité ça là un peu. Mais je pense que c'est quelque chose que l'être humain recherche, ces moments de uniques, là, où tu te sens vraiment un avec la nature, un avec toi-même, en paix.
C'est vraiment cool. Comment veux-tu pas retourner à ça? Exact, c'est addictif, c'est ça qui est addictif. Puis ce qui est le fun, c'est que tu le prévois jamais venir, cette affaire-là. C'est ce que tu viens de parler, Non. je sais exactement de quoi tu parles, puis je l'ai Ouais. vécu plein de fois, puis j'ai jamais trouvé le bon mot pour le décrire. J'appelle ça souvent un état second. Tu sais, j'ai pas fait de drogue dans ma vie, mais j'imagine que tu pousses des réflexions un peu plus loin, tu prends conscience de des choses, puis je sais pas si c'est la vulnérabilité qui amène ça, le fait d'être en carence de sommeil, d'énergie, de nourriture, mais il y a quelque chose à un moment donné qui se déclic. Puis ce qui est le fun, c'est que ça n'arrive pas juste dans les courses, mais quand tu fais du long, il faut que tu t'entraînes en faisant du long, de nuit. Puis des fois, ça n'arrivera pas le race day. Tu sais, j'ai bûché dur au Gaspésia cette année. J'ai pas tombé dans cet état-là de zénitude totale parce que j'ai bûché dur, j'ai serré les dents. Par contre, je peux te dire que dans les mois avant, c'est arrivé tout seul en pleine nuit sur le relais au lac Beauport, peu importe. Il y a des moments que tu touches à ça, puis souvent, t'es dedans, tu t'en rends pas tant compte, puis avec du recul, tu sais, hey, le dernier 4 heures, là, il est passé. Boum! Boum! Tu ne sens même pas dans les jambes jusqu'à temps que tu t'assoies, puis là, tu fais « Oh! Oups! Oh! » Non. Puis c'est ça. Puis, tu sais, vouloir y retourner, oui, ces moments-là, race day, mais comme tu dis, c'est pas juste race day. C'est à propos de tout ce que ça implique. Ton entraînement mental, ton dedication, ton dévouement. J'utilise beaucoup l'anglicisme parce que je parle souvent anglais. C'est pas une excuse. Mon dévouement. Le dévouement vers ça, vers ton objectif, tout ça. Puis ça se transmet vers tes amis, ça se transmet vers... Tu sais, ça fait qu'il y a plein de belles choses qui découlent de tout ça. Tu sais, ça fait comment veux-tu pas y retourner? C'est sûr, man. Je veux y retourner. Fais-tu tes plans de retourner? Oui, ben tu sais, le dernier, c'était ma Sanitaine, comme je t'ai dit. Puis j'aimerais ça faire le mien. J'aimerais ça faire le Bromont Ultra. Malheureusement, cette année, cibole, excusez mon français, je n'ai pas été une tonne d'entraînement. Même, je te dirais, dans la dernière année et demie, là, c'est ma pire année et demie en 15 ans de course, là, en termes de kilométrage puis d'entraînement. Mais ceci dit, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait plus de ski de fond, j'ai fait de la natation cet été, j'ai joué au tennis. C'est correct. It's all good. Mais je vais retourner. C'est juste une question de temps et de décider à un moment donné. C'est comme... J'ai failli avoir un brain cramp là, la semaine passée quand j'ai vu les inscriptions pour le Bryce Canyon passer. Parce que ça, c'est facile d'accès. Tu vas à Vegas. C'est cool. On est allé passer une journée à Vegas avant. On a fait la course. On est retourné. On a fait 2 jours à Vegas. Pas super. C'est un bon post-race day. Je peux confirmer, j'ai fait la même chose. Pas Bryce Canyon, mais une autre course dans la région. Puis... Le Zion ou lequel tu as fait? J'ai fait, ça s'appelle Trail Trash Ultra. C'est un, nice. C'est un 50-miler sud-ouest de Vegas, à 30 minutes de là. OK. Mais c'est ça. C'est une bonne place pour faire ton carb reload, je sais pas quoi, du lendemain de poutine, pas de poutine, j'allais dire poutine, de junk food peut-être un peu. Hein? Ouais. Mais bref, c'est un beau point pour ça. Ouais, non, c'est très cool. Puis, ça fait que c'est ça, je sais pas quand le prochain va avoir lieu. Possiblement dans la prochaine année. Là, je sais pas. On verra. À suivre. On va suivre ça. Fait que là, ceux qui écoutent et qui capotent parce que là, ils se disent hey, là, j'ai rien le reste de ma saison, il faut que j'aille faire le Bromont cette année. Là, tantôt, tu parlais du mois d'août, réinscription. Fait que là, les gens qui ont réservé leur spot vont avoir une décision à prendre au mois d'août, donc des places vont se libérer au mois d'août. Oui, sans aucun doute. On avait 800 personnes qui ont reporté, right? Plus un autre 600 qui ont réservé leur dossard. Okay? Autre que le 160 où je pense qu'il reste moins de 20 places. Toutes les autres, c'est full. On est à capacité selon la santé publique et selon ce qu'on veut, honnêtement, aussi en termes d'achalandage au niveau des stations d'aide, bouffe, logistique, etc. Fait que là, les gens vont confirmer leur présence. Puis ceux qui soit vont pas confirmer, oublier, blablabla, ben le 24 août, il va assurément avoir des spots qui vont s'ouvrir. La liste d'attente en priorité. Eux autres, ça va être les quelques jours après le 24 août. Puis après ça, Free for All, ça va être probablement genre première semaine de septembre que ça va être rendu premier arrivé, premier servi. S'il reste des places.
Mais sinon, ben, j'invite les gens à aller vraiment sur la liste d'attente parce que vous allez avoir une priorité que les autres n'auront pas. C'est entre le 24 août et le 6 septembre, je pense. Fait que, il y a de la place. Ça va-tu être 10, 15, 20 qui ne s'inscriront pas au mois d'août? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais je sais que pour le 25, on a déjà une liste d'attente à peu près de 10 du line-up. Quand même. 10-12 le 80, un petit peu moins. Puis le 55, entre les deux, on va dire peut-être 5-6 de liste d'attente. Donc, je te dirais, si tu es dans le top 10 de liste d'attente, les odds d'être dedans là, sont très, très bonnes. Là, parce que je serais très surpris que ce ne soit pas 10 qui drop out. Ben, fait que dépêchez-vous ceux qui écoutent. Si vous voulez, allez vous mettre sur la liste d'attente. Oui, allez sur la liste d'attente. Puis, si ce n'est pas là, vous allez être d'un premier à recevoir les prochaines communications quand ça va repartir pour l'année prochaine, de toute façon. Fait que, exactement. Parce qu'il va y avoir un 2022. Là, yes. Je ne vois pas comment il n'y en aura pas. Une bonne nouvelle, ça. Oui, je pense bien. Et moi, en terminant, j'ai toujours mes questions éclair NAC. Qui là, on change le mode de l'entrevue parce que là, il faut y aller de vitesse. Je rappelle qu'il y a des fastest known time, des FKT. En ce moment, les temps les plus rapides, c'est 2 femmes. C'est Maïka Lamoureux et Anne Bouchard en 14 secondes. Chez les hommes, c'est Dominique Gladu-Despatie, que je rappelle, on en a parlé tantôt, 3e place à Bromont Ultra il y a 2 ans, en 17 secondes. Donc, c'est rapide pour 10 questions. 14 à 17, oui, c'est très, très vite, mais écoute bien, shoot! Parfait. Anne Bouchard, look out! Tu me dis quand t'es prêt, je passe ça. Je suis. Vas-y. Route ou trail? Trail. Montagne ou mer? Montagne. Sentier roulant ou technique? Technique. Mont-Gail ou Mont-Haug? Mont-Gail. Question NAC, gaufre ou bar? NAC. Poutine ou pizza? Pizza. Courir ou organiser des courses? Courir. Café ou thé? Café. Mont-Brome ou Mont-des-Pins? Mont-Brome. Vermont-Sang ou Rocky Raccoon? Rocky Raccoon. 22 secondes. Très rapide. Fuck. Très, très rapide, mais c'est pas dans les records. À ta défense, à distance, les temps sont un petit peu plus longs parce qu'il y a peut-être un délai zoom quelconque. Les 3 meilleurs temps ont été établis par des performances en live. On a failli réussir la semaine passée à se voir. T'es peut-être passage à Québec de retour de vacances. On a essayé de squeezer ça. On va mettre ça sur la faute du traversé de Tadoussac. Ouais, puis le Zoom, je pense que mon Internet est lent. Ah, voilà. On a vu qu'il y a du feu. On voit vraiment que la connexion à Bromont ne marche pas. Fait que 22 secondes, on va le mettre sur le dos de ça. Ah! Mais j'ai dit montagne, puis je te dirais que depuis quelques années, ça aurait été mer. Ben, ça aurait dû être mer. Ouais. Moi, mon but, c'est de vous piéger un peu. Là. Je savais que tu es un gars de montagne, bien sûr, de faire de l'ultra et tout, mais je sais que tu es aussi un gars de voilier. Courir puis organiser ça, tu m'as déchiré. Là. Mais là, le jour que tu vas faire ton propre Bromont Ultra, tu vas comme vivre l'extase des deux. Là. Oh! Ça va faire mal, ouch! C'est ça, c'est que toi, tu vois depuis plusieurs années le monde arriver cassé à la fin. Tu sais ce qui t'attend, mais tu ne l'as jamais vécu d'une traite 160 km d'une shot. Là. Non. Et non. Ceci dit, le dernier, 2019, j'avais calculé pour le fun combien de kilomètres j'allais marcher durant le week-end et j'ai marché 160 km. Ben non. Je te le dis. Dans le week-end, tu marches 160 km. Ouais. Si vous pensez que le rôle d'organisateur de course, c'est d'être assis à l'arrivée, voilà, vous avez une preuve que c'est tout faux. Oui, c'est complètement capoté. Du vendredi matin au dimanche soir. Puis là-dessus, j'avais dormi 5 heures. Le vendredi soir au samedi matin. Après ça, je reste debout avec vous autres. Ben, après, je reste debout avec... Si vous restez debout, moi, je reste debout. C'était ça le concept. Écoute, on n'a pas pu se parler pour faire l'entrevue en vrai, mais on aura l'occasion de se parler, de se voir. Assurément. Je l'espère à l'arrivée après 160 km. Je vais te voir au 80 aussi, puis je vais aller te voir une autre station. Là. On aura l'occasion. Le derrière. Là. Exact. Des fois, on a besoin. Hein. Moi, je me rappelle pas qui me disait... Ou juste te faire un high five, man. Ben oui. Ça va être super. Je me rappelle pas qui me racontait. Je pense que c'est Guillaume Barry qui est arrivé au ravito Bromont Ultra à l'Ultra Trail Aricana. Puis lui,
c'était le champion en titre, puis il y a eu une mauvaise journée, puis il décide de s'asseoir là 2 heures, puis il dit c'est la gang du Bromont Ultra qui m'ont botté le cul, là. Gilles, puis Johan Rock qui était là, puis tout, c'est eux qui m'ont botté le cul à repartir. Fait que Je on a me toujours besoin de souviens quelqu'un que pour se botter le cul. sa blonde, je connaissais sa blonde pour X raisons, ou c'était la fille d'un ami. Je me rappelle plus Il a quoi. passé, je pense, 2 heures à votre ravito. Il a attendu Ouais. un ami, puis il est reparti, puis il a fini sa course. Ouais. Ben, merci Non, beaucoup, c'est ça. Gilles. Ça Merci va être notre beaucoup. rôle encore pour ceux Ben qui oui. vont passer au Coyote. Vous êtes là cette année? Oui, on va être là. Fidèle au poste. Oui, Pierre c'est Lequin trippant, va moi être aussi. là encore. Ça devrait être très cool. Johan et Anne ne seront pas là parce qu'ils vont courir. Ouais, c'est ça. Je savais qu'Anne le courait. Je savais pas qu'Yohan faisait Ouais. aussi. Il fait le 125? Ben, je ne sais pas s'il va peut-être juste pacer puis suivre Anne, je ne sais pas. OK. Ouais, je ne sais pas exactement c'est quoi le plan. Ben, c'est En trippant, tout cas, ça. on va être là. On va être là pour vous soutenir, vous botter le derrière au besoin. Toujours nécessaire. Ou vous dorlotez si vous en avez besoin aussi. Ben, rendu au Coyote, des fois, c'est ça que tu as besoin. Quand tu es sur le 125, là. Oui. Ben, merci beaucoup, Gilles, de C'est ton encore. temps. Merci de ta générosité. Merci de tes anecdotes. Yannick. Ça a été un plaisir d'entrer dans la 50aine d'épisodes à tes côtés. Yes, ben merci beaucoup Yannick, vraiment. Puis j'adore de ne pas sortir du bois. Puis de toucher du bois éventuellement. Ben oui, exactement. Il y a de quoi à penser avec ça, là. Oui, il va y avoir un podcast. En fait, c'est ça qu'on va faire. Le Bromont Ultra, là, on va faire un podcast pas sorti du bois, on va faire un podcast touché du bois pour Yannick. Un podcast d'encouragement pour essayer de Ouais, donner un peu. ouais. OK. Ben, Ouais. Genre au 80e ou au 35e ou au 115e, on pourrait te faire un mini podcast. Puis, Yannick, on a quelques questions pour toi. écoute, si on se croise sur le parcours, prépare-moi des questions éclaires. 10 questions A ou 10 B. questions NAC. J'ai hâte de voir si tu vas y répondre. Puis on va attendre au moins au 115e. Oui, attends être que je sûr ramasse que mon ça pacer prenne en fin de course, là. Pas 22 secondes. Là, ça va être 2 minutes 22 secondes. Ah, c'est ça. Exact. Mer ou monde? C'est quoi donc la différence entre les deux? C'est quoi, là? T'es qui, toi? Ma mère, oui, je veux ma mère, s'il vous plaît. Oui, exact. Écoute, Non, merci beaucoup, Yannick. Ça fut un plaisir de parler trail avec vous autres, puis d'avoir toute la gang, puis la communauté, puis continuez. Keep it up, guys. C'est vraiment hot. Vous êtes hot. Moi, je sais que quand je vais quitter cette communauté-là, if it ever happens. Ben, c'est ça. On veut pas que ça arrive. Ben non, mais je ne le quitterai pas. C'est juste que j'arrêterai de courir ou que j'arrêterai d'organiser l'événement parce qu'il y a d'autres mondes meilleurs que moi qui vont l'organiser. Fait que... Mais je vais toujours être là, je vais toujours vous regarder y aller, puis vous êtes très hot. Fait que continuez. Ben, j'en doute pas. Merci beaucoup, Gilles. Comme d'habitude, moi, je remercie je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Je termine aussi en remerciant Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui est fidèle au poste. Puis je rappelle que j'avais teasé qu'après le générique musical, il y avait peut-être un concours pour peut-être gagner quelque chose qui aurait peut-être un lien avec mon partenaire principal qui est peut-être NAC. Fait que je dis ça, je dis rien. On verra. Merci beaucoup, Gilles. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail. Yes, sir. Salut, Yannick. Hey tout le monde, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que là, je suis en compagnie de William Walker de NAC. Comment ça va, William? Ça va super. Et toi, Yannick? Ça va super bien. Pourquoi on se parle là, comme ça en fin d'épisode? On a une petite surprise pour les auditeurs de Pas sorti du bois pour le 50e. Yes! En fait, on s'est dit, depuis les tout débuts, vous êtes partenaires, puis je tenais à te remercier comme ça, verbalement, en face à face, même si on s'est parlé plusieurs fois dans le dernier 50 semaines. Mais depuis le début, vous êtes là, d'abord avec les questions NAC, après ça comme partenaire avec l'épisode avec Mathieu Blanchard, puis ça se continue, puis je suis vraiment chanceux de compter sur vous autres. Fait qu'on s'est dit, garde, 50e, on va se faire un petit giveaway pour les auditeurs qui se rendent jusqu'à la fin de l'épisode 50. Gilles Poulain, il y avait beaucoup de jasettes. Fait que ceux qui sont rendus au bout, là, vous allez mériter de pouvoir participer au concours.
C'est ça, c'est les petits heures d'écoute de pas sortis du bois qui vont être récompensés par la saveur des produits NAC que tu présentes avec tellement d'aplomb à chaque début d'épisode. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter chacun des épisodes d'ailleurs. Puis ce partenariat-là, c'est vraiment arrivé comme quelque chose de très naturel, un fit vraiment entre ce que tu fais puis ce que nous on essaie de promouvoir chez NAC, aider les athlètes d'endurance, créer du contenu autour de ça. Puis ça a été un très très beau succès. Puis on est super fiers de pouvoir dire qu'on a été là depuis les débuts avec NAC et puis de finalement faire ce petit giveaway pour le 50e épisode. Vous avez des visionnaires d'embarquer dans un podcast d'un ticune que personne connaît, qui part un podcast, qui invite Guillaume Barry, puis on ne sait pas trop où ça s'en va. Puis là, regarde, 50 épisodes. Mais tu as commencé fort, tu as commencé très fort. Tu as eu tellement de bons invités très rapidement, puis le contenu était top et ça va que en s'améliorant, la pertinence de toutes les questions posées, les histoires racontées, ça permet de voyager énormément et moi, j'ai à chaque fois énormément de plaisir à écouter tous les épisodes. Cool, ben merci. Écoute, ma job est facile quand on a des invités fascinants. On part la caméra, part le micro, puis on pose 2-3 questions, puis c'est parti. Fait que là, vous venez de lancer vos gaufres qui sont, je le dis dans l'intro, mais les nouvelles gaufres sont, pour vrai, là, j'en parlais à ma soeur qui les a essayées, puis elle m'a écrit, elle dit, ben là, c'est comme vraiment trop bon. Je sais que, ouais, je te jure, c'est fou ces gaufres-là. Fait que là, on fait tirer des gaufres. C'est ça. Là, c'est le moment de faire découvrir les gaufres. Puis, en fait, le fonctionnement, ça va être très, très simple. On va faire un post sur la page de NAC, tu vas faire un post sur la page de Pas sorti du bois. Les gens pourront aller directement liker les 2 pages et puis aller commenter sur l'un des 2 posts pour dire quelle saveur ils ont envie d'essayer et à qui ils auraient envie de le faire découvrir. Puis on enverra une boîte à chaque personne. Donc la personne qui sera taguée et puis la personne finalement qui aura tagué son ami pour faire découvrir les produits dans la saveur qui aura été sélectionnée. Puis on va faire gagner 3 personnes. Ouh là là, donc 6 dans le fond, 3 au gagnants, total. donc 6 parce que 6 boîtes. Leurs partenaires de course qu'ils vont avoir identifiés vont aussi recevoir une boîte. Fait que là, c'est gros giveaway. Là. C'est ça, faut participer. Hein. Parfait. Puis là, si vous écoutez ça puis vous n'avez pas encore vu les gaufres NAC, vous n'avez pas encore goûté, c'est le temps de les essayer, mais c'est le temps aussi d'aller sur le nacbar.com pour voir c'est quoi les 2 sortes parce que là, on les dit pas. Il faut faire un peu d'effort, aller sur le site. On les dit pas, il faut aller checker, il faut découvrir quelles sont ces saveurs de gaufres. Exact. Puis nous, on va faire le tirage le jeudi 12 août, donc le jeudi pré-QMT, pendant que les coureurs du 100 000 seront sur le point de se lancer, pendant que les coureurs des autres distances vont commencer à avoir la petite boule de stress dans la gorge, dans la poitrine. Ben, le jeudi 12 août, on va faire le tirage à 17h. Donc, comme d'habitude, vous participez, puis que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, vous pouvez aller sur le nacbar.com magasiner, puis je rappelle qu'on a un petit code promo 15% avec Pas sorti du bois, donc Pas sorti du bois en un mot. Donc, ce sera l'occasion pour vous de noyer votre peine de ne pas avoir gagné en achetant d'autres produits. Tu peux épeler le Pas sorti du bois à chaque fois que tu m'épates à la vitesse à laquelle tu le fais. Beaucoup de pratique, beaucoup de bloopers. Cool, ben, merci Excellent. beaucoup, NAC. Merci beaucoup à toi, William. Merci à toute ton équipe qui est fidèle au poste puis qui sont là à donner 6 boîtes de NAC à nos auditeurs. Fait que les gens, c'est le temps d'aller commenter, aller sur Facebook, Instagram, trouver les posts puis identifier votre partenaire de course. Exactement, découvrez les gaufres. Merci Yannick, merci à tous, merci aux auditeurs et puis vive Pas sorti du bois. Ben, merci William puis vive NAC. Bye. Ciao Yann, bye bye.